Bonjour chers téléspectateurs de la Time for Africa, bienvenue dans ce grand journal dénommé le résumé de l'actualité au Sénégal, bien sûr. Je suis accompagné de ma consoeur Aminata Kor, bonjour. Bonjour Momaté, bonjour à tous. Bien zappé aujourd'hui. Ah, c'est le samedi quand même. Merci beaucoup, allez-y. Allez, comme il vient de le dire, nous allons vous présenter toute l'actualité de la semaine qui est consacrée pour le résumé de ce samedi. Voilà, comme bien dit, on va démarrer avec politique. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, est actuellement en France. Il a lancé un message à l'opposition du Sénégal. Effectivement, le président de la République, Macky Sall, qui est actuellement en France, a reçu hier ses militants de son parti à la résidence de l'ambassade du Sénégal. Il a saisi de cette occasion pour lancer un message qui semble destiné à l'opposition. Il déclare que nul ne peut l'intimider ni à de l'épourer. Son seul combat, c'est le développement de l'Afrique et du Sénégal de manière générale. Merci Aminata Kor. Dakar était en ébullition mercredi dernier suite au renvoi du procès concernant le maire de Mermoz-Sacré-Cœur. Il s'agit de Barthélémy Diaz. Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Dakar était dans tous ses états le mercredi concernant le procès de Barthélémy Diaz, qui est le maire de Mermoz-Sacré-Cœur. Mais le procès a été finalement renvoyé jusqu'au 1er décembre. Fatou Dien nous a fait le point de cette affaire. La troisième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar devrait statuer ce mercredi sur le dossier en appel opposant Barthélémy Diaz à Ndiaga Diouf, tué en 2011 à Dakar. Un dossier pour le moment politique selon l'opposition qui avait invité les populations à une vaste mobilisation pour faire face à ce coup de force. De l'autre côté, Benno Bokk Yakaar avait promis également d'investir la rue pour mettre certainement de l'huile dans le feu. Mais le procès a été finalement renvoyé au 1er décembre prochain. Les journalistes ont été interdits d'accéder au tribunal pour couvrir le procès du maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz. Sur la route pour aller rejoindre un juge et accompagné d'Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz a buté sur un important dispositif policier. Ils sont alors entrés dans une maison où ils restent embusqués. Faisant la Genève du dossier, il a crié avant le jour de sa convocation qu'il s'agit d'un vaste complot politique. Pour l'actuel maire de Mermoz, les priorités au Sénégal ont pour nom bonne gouvernance, démocratie, lutte contre la pauvreté, mais non pas pour nom complot contre les adversaires politiques, instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Toujours aux politiques, Aminata Kor, arrêté et libéré le jour J, Barthélémy Diaz a fait une déclaration par là d'une justice sénégalaise complètement instrumentalisée. Son nom reste toujours dans l'actualité du Sénégal. Suivant la politique, après sa libération hier, Barthélémy Diaz n'a pas tardé à réagir. Il parle de l'instrumentalisation de la justice sénégalaise par des politiques connus. Écoutons-le au micro de nos reporters de la TFA. Et à partir de mon quartier, Baobab, où je suis le maire de cette commune, on m'a interdit de sortir de ce quartier. Malheureusement, les sabotages ont commencé sur l'avenue Bourguiba. Je sortais à peine de Baobab. On a été interpellé par la gendarmerie. Ensuite, au niveau du point, on a été interpellé par la gendarmerie. Je rappelle que c'est le lieu aussi de dénoncer certaines pratiques, parce qu'on n'a pas besoin de tirer des balles à blanc. On n'a pas besoin de tirer des balles en caoutchouc sur les voitures de leaders politiques. Aujourd'hui, ils ont cassé mon véhicule à coups de tirs, de grenades. Et c'est le président Ousmane Sonko qui était assis devant. Ça veut dire que si ce pare-brise avait cédé, c'est lui qui allait prendre la cartouche. C'est totalement irresponsable. Nous sommes des hommes politiques. Nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous sommes des responsables. Je pense que personne ne nous a jamais vu foncer sur un barrage de la gendarmerie ou de la police. Pourquoi ces forces de l'ordre pensent qu'ils doivent utiliser autant de violence pour pouvoir montrer leur autorité? Et je rappelle que nous avons été obligés à partir de la Médina de descendre de nos véhicules comme on était empêchés pour continuer à marcher vers le tribunal. C'est de là qu'on a été chargé. On s'est retrouvé dans une maison à la Médina. Et c'est de là que le président Khalifa Sall et l'honorable député M. Déthié Fall sont venus nous trouver et nous ont proposé de nous raccompagner chez nous. Et cela avait été décidé avec l'accord des plus hautes autorités de la police. Et je répète, c'est la police elle-même qui est venue nous chercher dans cette maison, en présence du président Khalifa Sall et du député Déthié Fall, qui nous ont escortés à l'extérieur et qui nous ont installés dans le véhicule du président Khalifa Sall. Et qui nous ont proposé de nous escorter jusqu'ici. Et on les a suivis dans l'escorte. Et tout à coup, ils ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur la foule. Et on a continué notre chemin.
Et arrivé à hauteur du lycée de la Fosse, ils ont arrêté le cortège, ils ont ouvert la porte du véhicule, ils nous ont sortis de force pour nous jeter dans le fourgon blindé de la police. Totalement scandaleux, totalement humiliant et inacceptable dans une république qui se respecte. On reste toujours dans ce registre politique. L'analyste politique Mamadou Albert Sy voit que ce procès de Barthélémy Diaz serait donc un atout pour les deals de Mermoz lors des élections locales. Si Barthélémy Diaz gagne ce procès, ça sera bon pour sa commune Mermoz-Sacré-Cœur, mais s'il perd, il risque d'avoir des problèmes. Si nous écoutons le politologue Mamadou Sy Albert qui a été joint au téléphone. Disons que c'est un procès qui met Barthélémy Diaz en selle. Le poste qu'il veut briguer, c'est la mairie de Dakar, mais c'est un grand prestige. Et lui, il se bat pour valoriser sa candidature. À la limite, il est en train d'utiliser le procès pour faire sa campagne. Si maintenant le procès se tient et qu'il est blanchi, c'est évident qu'il aura beaucoup plus de chance. Il aura une chance supplémentaire parce qu'il aura gagné son procès. La justice va lui ouvrir le chemin pour vraiment mener une campagne électorale apaisée. Mais par contre, si la justice le condamne et le prive d'une participation, ça va être une grande défaite, une grande désillusion et pour lui et pour Taxawu Sénégal, et sa coalition peut également être affectée parce qu'aller en campagne sans Barthélémy Diaz, ça va affaiblir la coalition psychologiquement, mais politiquement aussi, Barthélémy risque de perdre même sa mairie. Donc sur le plan politique, son avenir pourrait être très très sombre si jamais la justice l'empêche de briguer la mairie de Dakar. Certains citoyens déplorent l'attitude des leaders politiques incitateurs à la violence en cette période préélectorale. Ils lancent un appel aux jeunes à ne pas se verser à la violence. Le reportage signé Bassine Nialo. Le constat est unanime. La violence est répartie dans le monde entier, notamment en prélude des élections. C'est partout en Afrique des querelles politiques qui poussent certains partis politiques à inciter la violence. Souligne Ibrahima Silla. Je le dis que la politique, ce n'est pas seulement ici, mais ce soit partout en Afrique. Quand il y a deux grands partis qui se rencontrent, il y a toujours une politique d'ethnocentrisme que les politiciens essayent de se servir pour essayer d'amener un affrontement entre des jeunes. Parce que vouloir dire que cette ethnie est beaucoup plus forte que d'autres ethnies, ou parler que l'ethnie là est beaucoup plus majoritaire par rapport à d'autres ethnies, ça appelle automatiquement de la guerre, des discussions, des querelles, de la rivalité entre ces deux ethnies. La violence politique est une forme de recul démocratique. Pour Lamine Baye, il pense que les jeunes doivent travailler dur sans se compter sur des politiciens. Parce qu'on ne peut pas rester là à donner tous nos efforts à notre cher politicien, or qu'eux, ils restent là à imposer à des violences vraiment qui sont vraiment négatives pour la société. Eux, ils devaient montrer un bon exemple. Je demande à la jeunesse de rester serein et de rester aussi encore sérieux. Ce n'est pas important de donner ta vie à cause des politiciens qui te donnent des promesses qui ne se réalisent jamais. Les politiciens manipulent la population pour organiser des manifestations. Ces événements peuvent freiner l'activité économique, ce que dénonce Asniam. Il y aura la violence, personne ne peut travailler. C'est pour cela que j'appelle les jeunes, toute la jeunesse sénégalaise. Il faut être tranquille et conscient. À chaque approche des élections, la violence politique devient de plus en plus fréquente sur le territoire sénégalais. Les leaders politiques, pouvoir comme opposition, doivent éviter ces violences car c'est de leur intérêt de montrer un bon exemple à la génération future.
Merci Bassine Lo. Toujours politique, la coalition Yewwi Askan Wi peut commencer à respirer. Plusieurs de ces listes de candidats rejetés sont en train d'être réhabilitées. La coalition Momad de Yewwi Askan Wi, dans laquelle Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, a été nommé tête de la liste des opposants qui a vu plusieurs de ces listes de candidats aux élections locales rejetées commencent à être réhabilités dans beaucoup de localités après l'introduction des recours. Mais le seul perdant aujourd'hui dans cette coalition, il s'agit de Bougane Gueye Dany qui s'occupe à la tête de la coalition Gëm Sa Bopp, mais il a la chance encore de voir les choses à la conquête de Dakar. Il lui dispose 8 jours pour contester Momar. Merci Aminata. Toutefois, la population réclame à l'État d'appliquer le règlement du code électoral. Face aux nombreuses violences et d'agressions concernant les politiques au Sénégal, la population réclame le code de l'application du code électoral pour éviter les problèmes entre les politiciens et les jeunes. Depuis quelques jours, les rejets des listes de certaines coalitions pour les élections locales de 2022 sont notés. Mais sur les 587 collectivités du Sénégal, aucun rejet des listes de la coalition de Benno Bokk Yakaar sur l'étendue du territoire n'a été noté. Une situation que déplore M. Ndiaye, qui pense qu'aujourd'hui, il y a un recul notoire de la démocratie au Sénégal. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a fait un peu vraiment grincer les dents. Parce que le Sénégal avait une avancée en matière de démocratie. Depuis les années 60, on parlait toujours de la démocratie au Sénégal. Mais maintenant, il y a un recul. Ça, qu'on le veuille ou non, il y a un recul. Tout le monde l'a constaté, que ce soit les élections présidentielles ou locales. Mais qu'est-ce que l'État a à faire sur des élections locales? Mais c'est du sabotage, c'est du sabotage. C'est du sabotage. Quand on voit la lune, il faut dire que ça, c'est la lune. Mention de clause pour Salou Diop, qui interpelle directement la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, de se prononcer sur cette affaire. Tu sais, vous savez, bon, au Sénégal, vraiment, la démocratie est actuellement en train de dégringoler, quoi. Parce que vraiment, bon, une élection locale, hein, c'est pas une élection présidentielle. Hein. Ça, c'est une affaire de, je ne sais pas comment dire, de quartier, quoi, comme si j'ose le dire. Donc, tout prétendant hein, a le droit maintenant de dire que moi, je veux diriger cette commune ou je veux diriger ce département. Que la Sénat aussi, bon, ça me paraît bizarre. La Sénat aussi devait se prononcer sur certaines choses, hein, parce que c'est l'organe qui est chargé quand même hein, quand même, de remettre les choses à leur place. Pour sa part, Amadou Ning pointe du doigt à l'État qui se privilégie à chaque élection, mettant de côté l'application du règlement du code électoral. Il est de l'autorité publique que, de manière générale en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal, les partis au pouvoir reçoivent toujours les faveurs de l'administration territoriale. Ça, c'est la première lecture. Pour plus de clarté et de démocratie, il aurait fallu que les gens prennent assez de temps pour une meilleure transparence de la démocratie et de l'application des règles conformément au code électoral. Des cascades du rejet des listes de coalition pourraient provoquer des tensions de part et d'autre. Ainsi, pour éviter cela, les leaders politiques peuvent introduire un recours. On file directement à l'Assemblée nationale où l'unité parlementaire des deux députés, il s'agit de Mamadou Sall et Boubacar Biaye, leur immunité parlementaire a été levée. L'Assemblée nationale a voté à régler le sort de Mamadou Sall et de Boubacar Biaye, les deux députés de la majorité présidentielle accusés d'être le cerveau d'un vaste réseau de trafic de passeports diplomatiques. Les députés ont voté pour la levée de leur immunité parlementaire. En santé, la journée mondiale de diabète sera célébrée demain, 14 novembre. Une maladie qui fait beaucoup de ravages humains. C'est une préoccupation de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, Mohamed, la journée mondiale du diabète est célébrée demain, le 14 novembre, dans le monde entier. Une maladie qui tue beaucoup de personnes selon l'OMS et jusqu'à présent, il n'y a aucun traitement approprié pour les patients. Les précisions à suivre avec Bassine Nialo.
Le diabète touche plus de 420 millions de personnes dans le monde. Selon l'OMS, le diabète pourrait passer de la 8e à la 7e cause de décès dans le monde en 2030. Le diabète est diagnostiqué avec au minimum 5 années de retard. Cette maladie avec laquelle on apprend à vivre tout au long de sa vie fait encore peur aujourd'hui. Pourtant, un diabétique pris en charge correctement peut réussir à vivre sereinement avec sa maladie. On distingue deux types de diabète. Le diabète de type 1, encore appelé diabète insulinodépendant, concerne environ 10% des diabétiques. Au cours du diabète, ce type 1, des cellules du pancréas sont détruites, entraînant alors une diminution, voire une absence totale de sécrétion d'insuline. Le pancréas ne réussit plus à synthétiser suffisamment d'insuline. Le glucose n'arrive donc plus à pénétrer dans les cellules, augmentant ainsi son taux sanguin et provoquant une hyperglycémie. Le diabète de type 2 résulte d'une diminution des effets de l'insuline. On parle alors d'insulinorésistance. Si elle ne fonctionne pas bien, le sucre s'accumule dans le sang. La glycémie augmente, le diabète apparaît. Le diabète de type 2. Les symptômes du diabète type 2 surviennent en général très brutal. Apparaissent ainsi un besoin d'uriner fréquemment, une soif intense, une sensation de faim intense, une perte de poids, une fatigue intense ou des pertes de connaissance à répétition. Toujours concernant cette maladie, le diététicien Baka Diagne a tenté de donner des préventions pour éviter le diabète. Le diabète qui fait des ravages humains doit être une maladie qui va être connue par la population, mais aussi les causes de cette maladie. Selon Baka Diagne, un spécialiste donne des solutions pour éviter cette maladie. Écoutons-le au micro de TFA. Les enfants de manière proche aussi, à ce que les enfants, quand un enfant est en train d'être allaité, malheureusement il y a la maman aussi tomber enceinte en ce moment. D'accord. Quelles sont les causes? Donc les causes par manque de connaissance du système de la méthode contraceptive. En même temps aussi les causes peuvent être hormonales, comme on le dit déjà. La femme africaine, elle est riche en mélanine, elle est fertile. Donc c'est ça. Donc ça peut faciliter donc d'avoir des enfants. C'est ça, surtout de manière proche. D'accord. Les conséquences sur l'enfant. Les conséquences l'enfant qui est né avant la grossesse. L'enfant, d'abord, côté psychologique, l'enfant peut manquer d'affection. Donc, manquer d'affection parce que c'est difficile de la part des deux parents de garder pour que l'enfant bénéficie d'une bonne éducation. Et ça, c'est un problème aussi. En même temps aussi, on a constaté que la maman ne peut pas allaiter les deux enfants à la fois. Donc, ça pose un problème aussi. Et ce qui fait il y aura des maladies au niveau de il y a des maladies, de malnutrition, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que finalement, l'enfant n'arrive pas à grandir. Toujours Aminata Kor, on va parler de la santé avec l'hyperfertilité, cet phénomène qui consiste à tomber enceinte au moment de l'allaitement. C'est quoi exactement ce phénomène? Oui, l'hyperfertilité au Sénégal, méconnue par un bon nombre de la population. Comment expliquer cette tendance accrue à tomber enceinte au moment où la femme est en train d'allaiter son enfant? La réponse avec Bassignal. Étymologiquement, l'hyperfertilité décrit une femme excessivement hyperfertile. Si l'on en croit les témoignages des femmes qui y seraient confrontées, on pourrait la définir comme la propension à tomber enceinte à chaque cycle ou presque en dehors d'une contraception régulière, voire à tomber enceinte malgré l'utilisation d'une contraception. L'hyperfertilité serait alors à mettre en relation avec le temps, moins de contraception, c'est-à-dire environ 4 mois pour un couple de moins de 35 ans. L'hyperfertilité décrit ainsi une femme ayant tendance à tomber enceinte plus facilement que la moyenne. En réalité, l'hyperfertilité n'est pas une condition médicalement reconnue. Elle n'a fait l'objet d'aucun travail de recherche ou d'aucune recommandation médicale. Et pour cause, cela équivaudrait à admettre que tomber enceinte naturellement relève de la pathologie. Physiologiquement, cette tendance peut être expliquée si elle n'est pas sous contraception. La femme
jeunes en âge de procréer a 25% de chances de tomber enceinte à chaque cycle après un rapport sexuel non protégé au moment de l'évolution. S'il y a des perturbations reconnues de la fertilité, stress, fatigue, toutes les femmes n'y sont pas exposées ou n'y réagissent pas. Identiquement, ce qu'elles considèrent comme hyperfertilité ne serait donc souvent qu'une propension naturelle à tomber enceinte favorisée par un facteur chance et une bonne hygiène de vie. Traditionnellement, la littérature et la pratique médicale distinguent 3 types de femmes. La nullipare, qui n'a aucun antécédent de grossesse. La primipare, qui est une parturiente n'ayant qu'un enfant. La multipare, qui a donné naissance à plusieurs enfants. Tourne la page santé pour ouvrir celle d'éducation. Le SAEMS avait décrété un débrayage de 48 heures pour dénoncer un harcèlement fiscal sur les budgets des universités. Oui, le syndicat des enseignants autonomes du Sénégal avait décrété le mercredi un débrayage de 48 heures. Les enseignants dénoncent le harcèlement fiscal sur le budget des universités publiques et le blocage des comptes bancaires de l'UGB par les services fiscaux. Certains citoyens apportent leur soutien aux enseignants. Le reportage de Bassir Nialo. Le syndicat autonome des enseignants supérieurs SAEMS décrète un mot d'ordre de débrayage de 48 heures après avoir alerté plusieurs fois. Certains citoyens soutiennent les enseignants et pointent du doigt à l'État. Quand les travailleurs veulent aller en grève, c'est parce qu'ils ont leurs propres motifs. Un syndicat, on peut dire, un syndicat est là pour les travailleurs. Ce que l'État doit faire pour l'université et pour ces travailleurs-là, il doit le faire et c'est impératif. Les grèves répétitives impactent sur le programme scolaire ainsi que le niveau d'études des étudiants va baisser, constate cet étudiant en licence 2. Si, ça va impacter parce que si les cours devaient commencer, par exemple en novembre ou bien en janvier, dès le début, si les grèves se continuent, donc on ne pourra pas faire les cours. Sûrement on sera en retard et les examens, peut-être les élèves ne seront... Genre, les cours ne se dérouleront pas normalement en fait, pour que les élèves ou bien les étudiants puissent faire normalement leurs examens. L'État du Sénégal doit respecter les accords signés avec les syndicats, de même que les universités privées, car certains étudiants ont été renvoyés de leurs écoles. Souligne M. Diallo, étudiant en licence 3. À mon avis, l'État ne doit pas accepter de signer des accords qu'il ne pourra pas respecter. Ouais. En fait, tu ne dois pas faire croire à la personne que tu vas faire ça pour elle, et alors que tu ne pourras pas la faire. Donc ça ne sert à rien que de faire croire aux enseignants des universités qu'ils peuvent les aider alors qu'ils ne peuvent pas. Mieux vaut être franc et dire ce qui est sur la table, et puis ce qui va se passer, va se passer. Les Sénégalais rencontrés embauchent la même trompette sur les grèves répétitives des enseignants supérieurs. Toutefois, ils demandent à l'État de prendre ses responsabilités et de respecter ses engagements. Éducation, toujours au Sénégal, les établissements privés sont privilégiés au détriment de ceux du public pour des raisons bien précises. Pourquoi les établissements privés sont privilégiés au détriment de ceux du public? Cette tendance s'explique par les nombreuses perturbations notées dans les écoles publiques. C'est un constat que Yann Faye a fait dans la banlieue dakaroise. Le constat est le même un peu partout au Sénégal. Des écoles privées sont en train de prendre les devants. Ceci s'explique par la chute considérable des résultats dans les établissements publics. Christian Fernandez, élève en classe de terminale S2, trouve qu'il dispose d'une bonne formation et des professeurs qualifiés dans le privé. Je pense qu'il n'y a pas les mêmes heures de cours, quoi. Au public, je pense qu'il y a plus d'heures creuses qu'au privé. Et au privé, c'est des journées continues, de 8h à 17h parfois. Et on enchaîne, et ce n'est pas les mêmes professeurs. Il y a des professeurs de, comment on peut dire, des étudiants, quoi, le prof des étudiants, à la cité, quoi. Et ce sont des cadres, quoi, des profs vraiment expérimentés. Et je ne pense pas qu'on a les mêmes types de professeurs dans les établissements publics. Les établissements privés, ils sont un peu, on peut dire, privilégiés par rapport aux autres établissements parce qu'ils mettent plus l'accent sur les concours et trucs. Ils sont tous préparés à faire des concours.
Voilà, quoi. L'avis de Fernandez est partagé par Emmanuel Diompi qui affirme qu'ils ne font pas de grève dans ces écoles. Pour moi, c'est l'enseignement privé. Parce que par rapport aux classes, aux écoles privées, publiques et privées, les écoles privées ne font pas de grève par rapport au public. Cheikh Tidiane Fall, un produit fini de l'école publique, nous donne une parfaite illustration de ce renversement des tendances et lance un appel à l'État qui est à l'origine de cela. Moi, je suis un produit de l'enseignement public et je suis très fier d'avoir fréquenté un établissement public, le lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Mais en 1988, il y a eu une année blanche. Et dès cette année blanche-là, les parents ont commencé à amener leurs enfants dans le secteur privé. Et que l'État n'a rien fait pour changer cette tendance. Il faut considérer le public. Mais si nous, par exemple, tous les gens qui ont de l'argent, ils amènent tous les enfants au privé, nos leaders, par exemple, c'est eux-mêmes qui doivent commencer à amener leurs enfants dans le secteur public. C'est eux qui doivent montrer la bonne voie. Avoir un enseignement de qualité est devenu chose rare au Sénégal à partir du moment où, pour en avoir, les pensées convergent vers le privé qui n'est pas à la portée de tous. C'est ainsi que les parents lancent un appel à l'État de mettre les moyens appropriés pour redonner à l'éducation sa valeur. En société, Aminata Kor, le changement brusque du climat au Sénégal a eu des conséquences pour la santé des Sénégalais. Oui, Mohamed, ces temps-ci, il commence à faire froid. Donc, ces jours-ci, il n'y a pas de soleil après une forte chaleur notée ces derniers temps. Donc, ce changement brusque n'a pas sans conséquence sur la santé de la population. C'est le sujet du reportage de Yann Defay. Une transition inattendue de chaleur à froid plonge les citoyens dans une situation un peu délicate, causant beaucoup de maladies. Mamadou Lamine Dianko estime que c'est une bénédiction et n'arrange pas les détenteurs de maladies chroniques telles que les asthmatiques. Vraiment, c'est une bonne question. Moi, en ce qui me concerne, la fraîcheur ne m'intéresse pas parce que je suis âgé. Et à chaque période de la fraîcheur, il y a des maladies qui viennent telles que l'asthme. Et là, donc, c'est le climat qui explique cela. Ce changement climatique, comme vous l'avez dit, et amène beaucoup de maladies telles que l'asthme, comme je l'ai dit. En tout cas, je vous dis que ça ne m'intéresse pas parce que voilà, moi j'aime la chaleur. Pour Amadou Diop, c'est un phénomène qui est causé par la pollution, entraînant la destruction de la couche d'ozone. L'analyse que je voudrais faire, c'est tout simplement parce que c'est d'abord au niveau mondial, parce que quand même on nous parle des changements climatiques et les répercussions sont là au niveau de notre pays. Donc ces répercussions ont des effets négatifs au niveau de la santé, parce que quand même, si on prend le cas des asthmatiques, ils ont des problèmes. Si on prend le cas des hypertendus, ils ont des problèmes. Et tous ces événements-là sont des aléas de la nature. Et raison pour laquelle les dirigeants du monde sont en train de mener une campagne quand même pour la préservation de l'environnement, de notre environnement, et surtout la couche d'ozone. Dans la même trompette que M. Diop, Serine Sow pense qu'il faudra favoriser l'utilisation des énergies renouvelables, éviter l'usage du charbon et appelle à une mise en place de politiques pour faire face à cette situation. Bon, le changement climatique, évidemment, c'est un sujet important et on en parle aujourd'hui et c'est lié à la pollution. Vous savez bien qu'il y a aujourd'hui une grande politique de renouvellement d'ailleurs des voitures. Toutes ces voitures qui ont été construites depuis de nombreuses années sont aujourd'hui responsables de la pollution. D'abord, faire payer les pays les plus pollueurs parce que ce sont des pays qui ont suffisamment d'argent pour le faire. Ensuite, mettre en place des politiques au niveau mondial qui contribuent à lutter contre la pollution. Donc justement, favoriser la construction de véhicules électriques, par exemple. Éviter aussi tout ce qui fonctionne au charbon et utiliser éventuellement les énergies renouvelables. L'altération de notre environnement devient de plus en plus grave, une situation qui doit pousser les dirigeants à établir des politiques mondiales pour faire face à ce fléau. Toujours société Aminata Kor, le manque de connaissance de la sacralité du mariage serait le résultat de plusieurs divorces au Sénégal. Les conséquences du
divorce continuent d'alimenter les débats de la société sénégalaise. Le couple paille en est une illustration des conséquences allant même jusqu'à provoquer la mort d'hommes. Tout ceci découle du manque de connaissance de la sacralité du mariage. Le reportage de Yann Defay et Hassan Djidjou. Pendant qu'on cherche à trouver des solutions aux problèmes de couple, les conséquences des divorces ne cessent de s'accroître et de pire en pire. Le cas de Mouché Paye, une parfaite illustration de cette situation. Mohamed, habitant de Mermoz, trouve que c'est quelque chose qu'on peut éviter car les enfants en paieront toujours les pots cassés. La sincérité est la base d'une relation. S'il y a problème dans un couple, ce sont les enfants qui payent les pots cassés. Car les deux partenaires peuvent se remarier à d'autres personnes, ce qui peut créer une instabilité dans la vie de leurs enfants. Pour le cas du docteur, c'est un manque de croyance, car nous connaissons tous la position de l'islam sur ça. Trouvé à Sacré-Cœur, Raban Gueye situe les responsabilités et appelle les femmes à la soumission. Selon lui, cela peut engendrer une instabilité dans la vie des enfants. Dans ce genre de situation, les problèmes viennent le plus souvent des femmes car c'est elles qui gèrent la maison et les enfants. On n'éduque plus et les gens ne connaissent plus les valeurs du mariage. Même si vous êtes divorcé, vous pouvez entretenir de bonnes relations. Le souhait de tout un enfant est de grandir avec ses parents et le divorce perturbe leur quotidien. Richard, lui, a rebondi sur la sacralité du mariage. Pour lui, le cas du docteur Paye n'est qu'un manque de sagesse divine. Le divorce n'a pas de place dans un couple car on prend une personne pour époux ou épouse. C'est pour que la mort nous sépare. Et les conséquences du divorce sont la déscolarisation des enfants et les enfants de la rue. Toutes les familles ont des problèmes. Le médecin Paye a manqué de sagesse divine. C'est ce qui l'a poussé à commettre cet acte. Les problèmes conjugaux devenus récurrents avec des conséquences souvent drastiques qui touchent à chaque fois la progéniture. Les parents devraient plutôt être soucieux de l'avenir de leurs enfants. En société, toujours Aminata Kor, bonne nouvelle pour les Ndjawen et les Nguyen. Les boulangers ont mis fin à leur grève. Pareil pour nos parents Paul et Diola, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal a mis fin à son mot d'ordre de grève de 3 jours supplémentaires. Les boulangers sont revenus à de meilleurs sentiments suite à une médiation avec Innocence Tap Ndiaye. À présent, la page internationale que nous allons débuter avec la Centrafrique. Le mandat de la MINUSCA a été renouvelé pour 2 ans de plus. La MINUSCA, l'une des plus importantes missions de maintien de la paix de l'ONU, a été renouvelée pour 1 an le vendredi passé par le Conseil de sécurité et le renforcement des troupes décidé en 2020 et c'est bien confirmé pour 12 mois de plus, mais la Russie et la Chine se sont abstenus lors du vote. Aminata Kor, on va terminer l'actualité internationale avec les élections présidentielles en Libye, puis la fin de la 26e conférence climat COP21 en Écosse. Oui, élection présidentielle en Libye, une conférence s'est tenue hier à Paris pour redonner du souffle au processus de réconciliation et la fin de la 26e conférence climat COP21 en Écosse. Les détails dans cet élément avec Barthélémy Colli. Les informations internationales que nous démarrons avec la communauté internationale qui est à nouveau à Paris pour exprimer son soutien à la transition en Libye. À moins de 6 semaines d'un scrutin présidentiel au contour incertain, co-présidé par la France, la Libye, l'Allemagne, l'Italie et l'ONU, cette conférence est organisée au moment où les tensions grandissent au sein des autorités intermédiaires libyennes. Pour les parents de cette conférence, la priorité est d'éviter un report du scrutin ou une contestation des résultats. Cas de Tripoli à Tobrouk, les appétits des adversaires politiques s'aiguisent à l'approche de la présidentielle. Ceux qui craignent d'être mis hors jeu se font plus que jamais entendre. Le processus de réconciliation initié en 2020 par la communauté internationale s'essouffle pour éviter de déboucher sur un nouveau conflit, comme cela avait été le cas à l'issue du vote de 2014. La communauté internationale compte appeler les Libyens à s'engager pour un scrutin transparent et le plus exclusif possible. La 26e conférence climat COP26 qui se tient à Glasgow ferme officiellement ses portes ce vendredi 12 novembre, mais une
une prolongation du sommet durant le week-end est largement probable. Hier, plus de 200 climatologues ont publié une lettre ouverte. Ils dénoncent en substance le peu de considération accordée au dernier rapport du GIEC au regard des conclusions politiques qui se dessinent. Le climatologue français Jean Jouzel, ancien président du GIEC et signataire de la lettre, ne casse pas son énervement. Issu de 43 pays, ces scientifiques sont pour la plupart du 6e rapport du GIEC publié en août 2021. Référence scientifique mondiale sur le réchauffement climatique. Pour eux, la trajectoire du réchauffement climatique n'est bonne du tout, y compris avec les nouveaux efforts promis par les États pendant cette COP. La température reste bien au-dessus de 2 degrés Celsius. Les acteurs restent transparents, leur désarroi face à la faiblesse des avancées qui s'annoncent dans le document final de la COP26. La page sportive à présent, nous allons parler de l'équipe nationale du Sénégal qui a été tenue en échec à Lomé. Oui, les Lions du Sénégal ont arraché le nul 1-1 partout face au Togo. Match joué dans des conditions climatiques difficiles. Le film du match à suivre dans cette édition. Déjà qualifié pour les barrages des éliminatoires du Mondial 2022, le Sénégal ne fera pas de sans faute dans le groupe H. Après 4 victoires, les Lions ont lâché leur premier point en arrachant le match nul à Lomé face au Togo 1 but partout, déjà éliminé ce jeudi à l'occasion de la 5e journée de la phase de groupe. Il ne fallait pourtant que quelques minutes aux hommes d'Aliou Cissé pour se montrer dangereux par l'intermédiaire d'Ismaïla Sarr, qui expédiait un caviar de Djedju en plein sur la poitrine du gardien local. Pas aidé par l'orage qui s'abattait ni par la pelouse complètement détrempée, les Sénégalais peinaient toutefois à produire du jeu et s'exposer au contre des percutants éperviers. Pour ne rien arranger, Sadio Mané sortait sur blessure pendant une panne de signal impactant la retransmission TV et juste avant la mi-temps, Richard Nan ouvrait le score pour le Togo en s'imposant face à Pape Abdou Cissé suite à un corner mal repoussé. 1-0, on est dans le temps additionnel de la première période. Pas dans un grand soir, les Sénégalais peinaient à réagir et après une frappe trop croisée de Krépin Diatta, il ne se passait plus grand-chose jusqu'à l'entrée en jeu de Bamba Dieng qui manquait 2 fois le cadre de la tête sur corner. En plus du Marseillais et de Boulaïdja entré à la place de Sadio Mané, Cissé jouait le tout pour le tout en lançant aussi Habib Diallo. Finalement, sur un corner au bout du temps additionnel, le Strasbourgeois égalisé en lobant Oronieni sorti trop vite. On est dans le temps additionnel du match. Comme en mars contre l'Eswatini dans les éliminatoires de la CAN, les Lions évitent la défaite de justesse, mais ce n'est pas ce nul arraché qui rassurera sur le jeu des Lions. Au classement de ce groupe, le Sénégal est premier avec 13 points, Togo deuxième 5 points, Namibie 5 points et le Congo occupe la dernière place avec 3 points. Aminata Kor, après le match, l'entraîneur national Aliou Cissé a fait une déclaration magnifiant le caractère de ses joueurs. Oui, Aliou Cissé retient l'invincibilité de son équipe en évoquant la blessure de Sadio Mané et le remplacement de Pape Gueye. Aliou Cissé au micro de nos confrères de la RTS. La sortie de Sadio, c'est vrai que nous déstabilise un petit peu parce qu'avec Sadio Mané, on sait que c'est différent, mais je crois qu'il n'y a rien de grave. On a voulu le sortir pour justement le préserver, mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de grave. Merci Aminata Kor. On va terminer avec la recrudescence des violences post-événements sportifs au Sénégal. Les riverains des stades réclament plus de sécurité. Durant les sports ou bien dans les stades, les gens qui habitent aux alentours des stades vivent le calvaire. Ils demandent plus de sécurité à l'État du Sénégal. C'est un constat qui a été fait par Fatou Dian. Insécurité aux alentours des stades. Au moment où des familles loin des stades sont en sécurité, ceux qui vivent aux alentours subissent le calvaire après chaque événement sportif. Amadou Barry, mécanicien, nous fait part de ses vécus. À part les matchs de Navetan, les combats de lutte, il y a moins de tension. Bientôt 15 ans que nous sommes ici. Mais la violence est plus fréquente au moment des combats de lutte. Nous ne sommes généralement pas touchés de ces agressions. Les agresseurs prennent les bagages des passants juste après le match. Visent la plupart du temps les passants ou les supporters, confie le jeune mécanicien. Bien qu'il y ait la présence des forces de l'ordre en grand nombre, les jeunes bandits trouvent toujours un moyen de faire leurs actes ignobles. Pour cette personne passionnée des sports, Maguette Ndiaye note une absence de violence à l'intérieur comme à l'extérieur des stades. Néanmoins, elle précise qu'à certaines heures de la nuit, on y note de légères agressions. Cela fait longtemps que nous n'assistons plus à des scènes de violence. Au moment où ces scènes de violence se produisaient, ceci se faisait remarquer qu'à l'intérieur du stade. Et maintenant, il y a plus de sécurité. Et cela dépend
des heures où les événements sportifs se terminent. Nous qui venons pour le basket, on n'a pas été confrontés à des scènes de violence ou actes de violence. Ce boutiquier de nom de Moustapha Ndiaye appuie sur la présence de l'insécurité pendant les événements sportifs. Parfois, il est obligatoire de fermer les magasins pour plus de sécurité, même à la présence des forces de l'ordre. Ce qu'on connaît bien Dakar, c'est qu'il y a toujours la violence. On doit l'éviter. Certes, l'État est en train de faire son travail, mais ça reste beaucoup de choses. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de violence, surtout dans la banlieue de Dakar. Ces violences, après chaque événement sportif, dégénèrent parfois à des meurtres. Il est temps que les autorités sportives trouvent la solution pour que les supporters puissent se sentir plus en sécurité. Merci Aminata Kor, merci chers téléspectateurs. C'était tout pour ce JT, le résumé de l'actualité de la semaine au Sénégal. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de vous rester connectés sur les réseaux de la Time for Africa. Bon week-end à tous.